Bénin, comme dans nombre d'autres pays africains, la population jeune en dessous de 40 ans constitue la masse critique sans l'engagement de laquelle le continent ne saurait sortir de l'ornière du sous-développement. Dans sa marche vers la prospérité, ce pays d'Afrique de l'Ouest, pionnier en matière d'instauration de la démocratie sur le continent, continue de faire des progrès pour renforcer ses institutions et mobiliser les citoyens autour des idéaux du développement. Par exemple, récemment, un nouveau code électoral a été voté afin d'améliorer les conditions d'organisation et la crédibilité des élections. Plusieurs institutions et les ONG locales accompagnent les efforts du gouvernement béninois dans ce sens. Seulement, au même titre que de nombreux autres freins, le problème du manque d'engagement civique de la jeunesse béninoise continue d'entraver les ambitions louables de tout un peuple. Bon, d'habitude, moi, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je ne sais pas. En 2011, où je n'étais pas trop mieux, je dirais, j'étais obligé de suivre les camarades. On allait au meeting, c'était pour un objectif, c'était revenir à la maison avec quelques sous. Là, je vous parle du fond du cœur, c'est ce qui s'est réellement passé. Les jeunes sont manipulés pendant les périodes électorales. Pourquoi? À cause du chômage, à cause de la pauvreté. On les achète, on les manipule à des fins politiques. À Kandé en général, nous ne parlons même pas des jeunes. Même les beaucoup plus âgés ne sont pas des gens engagés. On n'est pas du tout engagé. Moi, en finissant mes études à Cotonou, en venant à Nkandi, j'avais fait un pari avec un professeur qui était tout simple. Avant les élections de 2016, transformer 20% de la population de Kandé en citoyens. Donc, c'est-à-dire des gens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Les élections ici, c'est tu me donnes quoi pour que je vote pour toi. On ne cherche même pas à savoir c'est quoi le programme, qu'est-ce qu'il veut venir nous faire. Bon, on vote quand même parce que c'est lui qui a été le dernier à donner de l'argent ou bien c'est lui qui a beaucoup donné. Donc, par rapport à ça, il va falloir nous sensibiliser. Même nous qui avions été à l'école à des niveaux beaucoup plus élevés, c'est pas évident. C'est pas évident ce point-là. Donc c'est sur ce que j'ai été vraiment ravi par l'initiation de cette formation qui devrait être vraiment beaucoup répétée. Je trouve que c'est même des préalables à la démocratie, ça. Donc on est parti trop vite sans prendre pas les préalables. Pour le développement, la contribution avec les communautés à la base, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la formation. Et de plus en plus, il faut dire que beaucoup d'entre eux militent dans les ONG, ce qui leur permet d'avoir des initiatives, des connaissances qui leur permettent d'opérer sur le terrain. Comparativement aux autres années, ça tarde à venir, ça ne prend pas encore. Parce que tout homme qui est engagé et qui dénonce ce qui ne va pas est considéré comme un opposant. Pour la plupart du temps, chacun pense à ses propres intérêts. Lorsque quelqu'un œuvre pour une initiative, lorsque ça marche, en fait, c'est pour lui. Il ne cherche pas à amener les autres également à réussir. Une fois, j'étais à la banque, je regardais par la fenêtre, j'ai vu une jeune fille qui venait d'acheter à manger dans un sachet noir et qui a transféré la nourriture du sachet vers un bol qu'elle avait apporté. Le geste avec un naturel qui m'a stupéfiée, elle a laissé le sachet noir s'envoler une fois qu'il ne lui servait plus à rien. Avec des comportements comme ça, vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas la mairie, vous n'aidez pas la voirie, vous n'aidez personne. Et vous ne vous aidez pas vous-même parce qu'au final, les sachets polluent les nappes phréatiques, les sachets rendent les terres non cultivables, ça a énormément de conséquences. Donc, ce sont des gestes qu'on fait tout le temps en se disant « Oh, tout le monde le fait ». Mais si tout le monde réfléchit en disant « Tout le monde le fait », il n'y aura jamais de changement. Là, c'est une expérience personnelle qui m'a
vraiment touchée dans une communauté de Zé appelée Ouinkomé, où j'interviens avec un certain groupe. Cette communauté avait un problème, ils n'avaient pas de l'eau, il fallait marcher des kilomètres pour s'en approvisionner. Et juste parce que quelqu'un devait aller chercher cette eau pour chaque famille, ils ont choisi naturellement au Bénin que ce soit les filles, et les femmes surtout. Donc, les filles aidant leur maman, elles ne vont pas souvent à l'école parce qu'elles doivent aller chercher de l'eau à toute la famille. Lorsque nous avons réalisé ce problème, nous leur avons demandé de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour que toutes les filles aillent vraiment à l'école comme le gouvernement est en train de le promouvoir. Ils nous ont dit, nous avons besoin d'un puits. On a dit 2, ils ont dit non, un seul puits nous va. Nous leur avons demandé ce dont ils ont besoin pour avoir ce puits. Ils nous ont fait une certaine liste de matériaux, du ciment, du béton, du fer et une équipe de personnes qui va creuser. Nous avons été surpris de voir, parce que nous leur avons demandé, on ira à Cotonou chercher ceux qui puisent, les puisatiers certainement le mot. Ils nous ont dit non, nous avons des jeunes qui sont dynamiques et qui savent le faire. Nous avons fait appel à ces jeunes qui appartiennent à cette communauté, qui habitent dans l'agglomération et qui sont tous experts dans ce domaine. L'ambassade des États-Unis, dans sa volonté d'accompagner le Bénin pour engager l'ensemble des citoyens à la cause commune du développement, a choisi de s'intéresser à l'engagement civique des jeunes en organisant le projet ACER, entendez Alumni Civic Engagement Roadshow, c'est-à-dire la tournée de l'engagement civique exécutée par les bénéficiaires des programmes d'échange du gouvernement américain. Bien, le projet ACER, qui veut dire au fait en anglais Alumni Civic Engagement Roadshow, est un projet que le département d'État a bien voulu financer pour exécuter une initiative ici au Bénin où l'ambassade pourrait travailler en partenariat avec les anciens bénéficiaires des programmes d'échange du gouvernement américain, ceux que nous appelons les alumni. Alors cette année 2014, le projet vise à éduquer les jeunes sur l'engagement civique. Nous visiterons 6 villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Boïcon au sud, Nati Tengou, Kandi et Parakou au nord. Et dans chacune de ces villes, nous ferons toute une journée de formation. Lorsque nous arrivons dans une ville, l'ambassade et les alumni formeront près de 300 jeunes, âgés de 16 à 35 ans, sur 2 grands modules. Alors, il y a des actions, des activités, des comportements, des attitudes que la population peut déjà développer pour pouvoir élever la communauté à un niveau d'épanouissement. Et les jeunes, représentant près de 61 à 62% de la population béninoise, ont un grand rôle à jouer sur ce côté, surtout que les 50 prochaines années du Bénin seront construites par la jeunesse béninoise. Et c'est cet objectif que vise l'ambassade. C'est cette initiative que nous menons en allant dans les 6 villes avec les alumni, les anciens bénéficiaires des programmes d'échange du gouvernement américain, pour former les jeunes et leur donner le manuel qui comporte toutes les informations que nous partagerons et les équiper à travers les présentations, les sessions de questions-réponses, les travaux en groupe. Et nous espérons qu'à la fin, nous aurons au moins une partie de la jeunesse formée. Et cette jeunesse aura donc pour rôle d'aller former leur père ou de partager l'information avec leur père afin que tout le monde puisse, dans quelques années, devenir des citoyens engagés, des citoyens avisés et que tout le peuple puisse travailler ensemble pour des tenues d'élections libres et transparentes au Bénin et aussi le partage de l'information vraie. À Cotonou, Porto-Novo, Boïcon, Nati Tengou, Kandi puis Parakou, ce sont en tout 558 participants qui ont été réunis afin d'assister à une journée de formation autour de 2 modules axés sur la participation des jeunes à la gestion de leur cité. Le premier module, c'est l'observation des élections.
Vous savez, il y a un grand nombre de Béninois qui ne maîtrisent pas nécessairement les notions relatives à la tenue d'une élection libre, transparente et crédible. Et c'est pour amener les citoyens à contribuer à ce processus afin d'enraciner la démocratie béninoise que cette formation donc est initiée à travers ce module pour que les jeunes puissent connaître ces notions et contribuer, aider leurs pères, leurs parents et les spécialistes des élections à bien organiser les élections en tant que citoyens. Le deuxième module sera exécuté chaque fois que nous rentrons dans une ville dans l'après-midi et il s'agit du journalisme citoyen et l'engagement civique. Qu'est-ce que ce module enseigne aux jeunes? La plupart des médias se focalisent sur les grandes métropoles. Quand nous prenons le Bénin, nous avons souvent les informations de Parakou, Nati Tengu, Kandi, Porto-Novo, Abomey, Boykan, Lokossa, Cotonou, ainsi de suite. Cependant, les autres villes reculées, les informations ou les faits qui se passent dans ces villes ne sont pas toujours relayés. Et pourtant, il y a des choses qui se passent. Alors, nous voulons amener les jeunes à devenir des acteurs de l'information afin d'aider le Bénin à s'élever au rang des grandes nations. L'engagement civique, finalement, c'est pour amener les jeunes à être proactifs dans la résolution des problèmes de leur communauté. S'il y a des tas d'ordures devant votre maison, dans la rue, est-ce qu'il faudrait aller appeler le gouvernement pour l'enlever, les autorités locales, ou plutôt être proactif et l'enlever vous-même? En initiant ce programme, l'ambassade des États-Unis s'est attachée les services de quelques bénéficiaires des programmes d'échange du département d'État. Ces experts béninois dont l'expérience a été éprouvée dans les différents domaines de la formation ont été répartis avec les équipes de la section de la diplomatie publique de l'ambassade dans 6 différentes villes du Bénin pour partager leurs connaissances, allumant ou ravivant ainsi la flamme de l'engagement civique dans le cœur des jeunes du pays. Avant de prendre la route, ils se sont réunis au Centre culturel américain afin de réfléchir sur les supports de la formation, de peaufiner les méthodes pour dispenser les connaissances aux jeunes et de coordonner leur travail. Leurs objectifs étaient dès lors clairement définis. Le projet donnera aux citoyens les moyens d'assurer une veille citoyenne réelle. Tous les acteurs qui seront formés pourront superviser ou assister aux élections en tant qu'observateurs et pourront rendre compte de la réalité, de la fiabilité, de la transparence de ces élections prochaines. Et c'est dans ce sens que nous avons organisé ce projet autour de 2 axes. Dans un premier temps, susciter la veille citoyenne auprès des populations et leur donner les moyens de communiquer. Et dans un deuxième temps, attirer leur attention sur les règles qui régissent l'organisation des élections pour leur transparence, crédibilité, etc. Donc les techniciens que nous constituons, qui devront aller animer ces formations sur le terrain, nous sommes dans un rendez-vous aujourd'hui au Centre culturel américain pour nous entendre sur le contenu des enseignements à donner au cours de ces formations, tout comme un bon enseignant prépare sa communication, ses enseignements. Donc l'équipe de 8 personnes composée de 4 jeunes volontaires par groupe, nous avons comme mission de réfléchir, de définir le contenu exact de ces enseignements, de ces communications. Et après, ceux qui se chargeront de présenter ces communications pourront disposer d'assez de temps pour internaliser le contenu et permettre à ce que le projet atteigne ses objectifs. Le but de tout ça, comme je l'avais dit, c'est de faire du roadshow une expérience à succès.
c'est de former un maximum de jeunes, parce que nous allons aller dans le sud, mais pas juste dans une localité du sud. Nous allons aller dans différentes. Il y a Cotonou, Porto Novo, Boïcon, et le but est de toucher le plus de jeunes afin qu'ils soient préparés à assumer ce rôle de citoyen exemplaire dans le futur, que ça soit dans la vie sociale ou dans la vie politique ou dans la vie administrative. Donc je pense qu'avec ce document que nous sommes en train d'élaborer, et que l'équipe aussi des élections est en train d'élaborer son document, je pense qu'avec ces deux documents que nous allons partager à la fin de la formation, ce sera vraiment une belle occasion pour ces jeunes d'en apprendre un peu plus déjà sur leur pays et aussi sur les moyens de participer, parce que beaucoup de jeunes veulent participer au développement de leur pays mais ne savent pas par où commencer ni comment. Et je pense que cette documentation, d'une certaine manière, va les aider va leur donner une idée de comment on peut apporter sa contribution sans pour autant s'investir forcément financièrement ou matériellement. Donc voilà l'objectif en gros du roadshow, et je dois dire que je suis très contente de participer à ce projet parce que je participe à la rédaction. Et dans ma rédaction, sachant que je m'adresse à une population de mon âge ou un peu moins, de personnes jeunes, je prends la liberté de m'exprimer comme j'aimerais qu'on me parle, c'est-à-dire faire comprendre des choses qui ne sont pas forcément ludiques, mais de manière ludique. Et je crois que c'était l'objectif du Centre culturel américain, de l'ambassade américaine, en nous rassemblant tous ensemble. C'est une ambiance bon enfant dans laquelle nous travaillons, et j'espère que ça aura un effet positif sur les destinataires de cette formation. En arpentant les routes du Bénin, les équipes de l'ambassade et les experts alumni sont allés au contact de la jeunesse béninoise dans toute sa pluralité. Des élèves, des étudiants, des activistes de la société civile, des entrepreneurs ont participé aux formations. À Natitengu, Kandi et Parakou, ville principale du Septentrion, les formations se sont déroulées les 15, 17 et 19 septembre 2014. Elles ont réuni 257 jeunes gens, dont 40 dames. La première partie de la journée de formation a été consacrée à la thématique de l'observation des élections. Le professeur Ludovic Guédé, maître assistant des universités, juriste de haut niveau et alumnus du département d'État, a fourni à l'assistance l'essentiel de l'information nécessaire pour assurer la fonction d'observateur au cours d'élections libres et démocratiques. Quelles sont les caractéristiques d'une élection qu'on peut qualifier de crédible? Parce qu'à la fin, vous allez pouvoir dire, oui, les élections municipales telles qu'organisées, en tout cas dans la circonscription de Natitengu, je peux attester que ces élections ont été transparentes et crédibles. Donc, c'est les critères qui permettent d'apprécier positivement l'organisation de ces scrutins que nous allons examiner dans ce grand 2. On ne doit pas empercher des gens dans une zone. Dans le sud du pays, le même exercice a été réalisé par Rodrigue Rodé, journaliste assistant COSLEPI et alumnus du département d'État dans les villes de Cotonou, Porto Novo et Boïcon. Les 15, 17 et 18 septembre, ce sont 301 jeunes gens, dont 39 jeunes dames qui ont été ainsi impactées. Il peut poser, l'observateur, au besoin, quelques questions, comme je l'avais dit aussi, de compréhension sur le déroulement du vote, du scrutin. Ou si ce n'est pas le jour du scrutin, si je suis un observateur accrédité, je débarque au COSLEPI, j'ai des informations, je vais vérifier, je pose des questions aux responsables ou à leurs représentants sur place. En commençant par le besoin d'une préparation rigoureuse et la formation obligatoire, les conférenciers ont tour à tour insisté sur les qualités morales et les techniques dont il faut s'approprier pour être un bon observateur des élections. Dans un pays, quand on veut apprécier une élection, il y a des caractéristiques qui permettent d'apprécier le caractère, c'est-à-dire la crédibilité, la transparence d'une élection à travers un certain nombre d'éléments qui sont le caractère libre de l'élection, vous voyez, l'organisation,
la manière dont les électeurs sont préparés aux différentes phases, ce qui correspond un peu aux 3 phases que sont du cycle électoral, que sont la phase préparatoire, le déroulement de l'élection même et la phase post-élection. Et en tant qu'observateurs, ils doivent savoir que pour apprécier ces caractères, aussi bien comment l'élection a été préparée, comment l'élection s'est déroulée en vue de l'exploitation des résultats, l'observateur doit être intellectuellement préparé, matériellement préparé et adopter un certain nombre de comportements qui lui permettent de bien jouer son rôle d'observateur durant la phase du scrutin, c'est-à-dire le jour du vote, ce qui lui permettra de produire un rapport qui n'est rien d'autre que l'appréciation qu'il fait de l'élection et qui présage de comment les résultats seront utilisés pour que l'élection soit exemple de contestation, de réclamation, voire de contentieux. En même temps qu'il sait, à travers cette formation, quelles sont les voies de recours lorsque l'on veut dénoncer ou l'on constate des irrégularités, c'est-à-dire le comportement à avoir, quelle conduite à tenir en cas d'irrégularité constatée. Les alumni experts n'ont pas manqué d'expliquer aux participants les raisons pour lesquelles la transparence des élections nécessite la participation efficace d'observateurs aguerris. À quel moment intervient précisément l'observateur? Est-ce à la phase préélectorale, électorale ou post-électorale? Puisqu'on sait qu'avant la phase proprement dite électorale, il y a les campagnes. Est-ce que l'observateur est là au moment où les campagnes commencent ou c'est juste le jour des élections qu'il intervient? L'observateur est une partie prenante de l'organisation des élections crédibles et transparentes parce que l'observateur est comme un arbitre qui a un droit de regard, d'appréciation sur le déroulement du scrutin à partir de ses connaissances sur les caractéristiques et les standards d'une élection transparente et crédible. Il pourra apprécier la bonne préparation, le bon déroulement et l'exploitation rigoureuse et fiable des résultats qui ressortent de l'élection. À partir de ce moment, il est impliqué dans l'organisation des élections, non pas comme acteur candidat en conflit avec ou en compétition avec d'autres candidats, mais en tant qu'arbitre, dont le point de vue et l'appréciation comptent pour la crédibilité, pour la transparence de l'élection. Le citoyen actif durant le processus électoral étant l'une des barrières les plus efficaces contre les velléités de fraude inhérentes à toute élection, les niveaux de fraude électorale ont été présentés aux participants pour leur permettre de travailler dans le sens de les empêcher, quel que soit le moment où elles interviennent dans le processus électoral. Tous sont désormais informés sur les différentes méthodes de dénonciation et les voies de recours des citoyens en cas d'irrégularité constatée lors des élections. De plus, les dispositions du nouveau code électoral ont été discutées afin de permettre aux futurs observateurs d'en vérifier la mise en œuvre dans l'exercice de leur engagement. Pour finir, les participants ont posé des questions aux conférenciers après avoir travaillé en groupe sur une étude de cas qui a permis de contrôler leur maîtrise du sujet. D'abord, pour apprécier la participation des apprenants à une session de formation ou bien à une communication, cela passe par 2 niveaux d'évaluation. Le premier niveau d'évaluation, c'est à travers les questions que ces derniers posent après la communication. Et nous avions réservé, après la présentation théorique, un temps relativement raisonnable pour les débats, discussions. Et au cours de ces débats, nous avons vu que ce soit à Nati Tengou, à Kandi comme à Parakou, que tous les participants ont eu à poser des questions pertinentes qui nous a amené à repréciser certains aspects de leur rôle en tant que citoyen, de leur participation en tant que citoyen, de leur responsabilité en tant qu'observateur, en tant que citoyen, pour la crédibilité et la transparence des élections au Bénin, pour atteindre les objectifs que nous visons à travers l'organisation des élections dans un système démocratique comme le nôtre au Bénin. Ensuite, nous avons procédé
à des évaluations à partir des exercices d'application et vu la qualité des résultats obtenus, nous pouvons dire qu'à 95%, ces apprenants ont maîtrisé l'essentiel des enseignements. Nous sommes en présence ici d'une mission d'observation et en principe, une mission d'observation devrait respecter un certain nombre de critères pour un bon accomplissement de cette dernière. Mais nous remarquons dans le cas d'espèce que M. Biot a eu un certain nombre d'insuffisances qu'on peut relever en 3 étapes. Donc l'étape préélectorale, l'étape même du déroulement de l'élection et maintenant après l'élection. Au niveau de la phase préparatoire, nous avons pu relever qu'il y a un manque de préparation matérielle, à savoir le doute sur la capacité à maîtriser le matériel, car ce monsieur n'avait pas participé à la formation. Au niveau intellectuel, il y a un non-suivi de la formation aussi qui joue et il était psychologiquement indisponible. Au cours de sa mission, Biot n'a même pas d'abord de moyens. Il faut le noter premièrement. Biot n'a pas de moyens de déplacement. C'est que le pousse à chercher un GEM. Alors, on a dit qu'il faut avoir des moyens de déplacement. Et ensuite, Biot ne sait même pas, puisque Biot ne sait pas là où se trouve le bureau de vote, il n'est pas venu à la veille pour savoir là où se trouve le bureau de vote. Biot est obligé de négocier un GEM. C'est ce GEM qui va lui montrer le bureau de vote. Et c'est tardivement à 9h45 qui se rendent au niveau du bureau de vote, ce qui est déjà une erreur. En dehors de ça, il y a l'intervention de Biot au cours de la discussion, puisque Biot a trouvé qu'il y a un soulèvement dans un bureau de vote. Au lieu d'être neutre, il est observateur, il n'est pas un juge, il n'est pas compétent pour juger qui a raison, mais Biot a cherché à discipliner les autres. Ce qui n'est pas tout à fait... À discipliner les autres, c'est ce qui n'est pas normal. Ensuite, Biot n'a pas décliné son identité si ce n'est qu'après l'interpellation de l'agent de sécurité. Biot devait décliner son identité, se présenter en tant qu'observateur, mais il ne l'a pas fait. Il s'est mis en même temps à moraliser les autres. Et c'est lorsqu'il a été bousculé, interpellé par l'agent de sécurité qui se présente maintenant. Ensuite, on constate que Biot n'a même pas voté. Biot n'a pas voté en ce sens qu'on a dit, lorsque Biot, un peu fatigué vers midi, il est parti se reposer, il est venu vers 15h comme ça, il n'a même pas fait le constat après sa révision. Ce n'est qu'après le dépouillement. Le premier dépouillement est parti, le deuxième qu'il est venu. Ça veut dire que Biot n'a pas voté. Biot, en tant que... il devait aussi pouvoir voter. On a aussi constaté que Biot a ignoré les autres étapes. Les autres bureaux de vote. Il n'a considéré que seulement 2 bureaux de vote pour remplir sa fiche. Et d'ailleurs, où il a rempli la fiche? Dans un hôtel, ce qui n'est pas tout à fait normal. Maintenant, après l'élection, Biot n'a suivi aucun dépouillement de façon rigoureuse. Il n'a pas présenté des résultats fiables. Il a présenté des résultats subjectifs. Il n'a pas fini sa mission et pire encore, il a failli à sa mission puisqu'il a transmis des résultats sur la base de faux résultats. C'est vrai que le rapport qu'il a présenté était techniquement bon, mais le contenu était typiquement faux et archi-faux. Il peut être poursuivi et en justice pour avoir transmis de faux résultats. Je vous remercie. Si les conférenciers étaient satisfaits, les participants de leur côté ne sont pas restés insensibles au sujet. Cette formation m'a permis de m'informer beaucoup par rapport au processus électoral de mon pays. J'ignorais vraiment beaucoup de choses, principalement le rôle d'un observateur, les formes de fraude pendant les élections et les irrégularités constatées pendant les élections aussi. Le vote est un droit civique et que c'est la seule manière d'accepter ou de refuser un candidat. Bien entendu, après avoir lu peut-être son programme. Voilà ce que je ne peux jamais oublier. Et autre chose, le rôle de l'observateur, les comportements, les attitudes qu'il doit adopter pour être crédible, pour être efficace sur le terrain. Cette formation nous permettra déjà, au sein de nos associations respectives, de passer l'information, de porter l'information vers les militants
pour qu'ensemble nous puissions chacun à notre tour constituer des relais pour nos communautés respectives. Ce que je ne savais pas, c'est les candidatures indépendantes. Moi, je pensais que ça continuait toujours. Maintenant, le nouveau code est venu m'éclairer par rapport à ça. J'ai compris qu'il n'y aura plus de candidatures indépendantes et qu'il faudra appartenir à un parti politique pour prétendre être, pour gérer la cité. Je vais quand même partager ce code avec des gens. Puisque le document que j'ai reçu, il y a le code là. Je travaille avec des politiciens, je vais leur faire part de ça, participer à la promulgation du code et les sensibiliser aussi sur les nouvelles dispositions à prendre. On dit qu'un observateur doit être objectif, neutre sur le terrain. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je ne connaissais pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. Et je pense que je vais partager ça avec beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui ne connaissaient rien de tout cela. C'est une très bonne formation. Je l'ai beaucoup appréciée. C'est vrai que j'ai fait la Sénat plusieurs fois. Je constate ici qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Le nouveau code, je ne l'avais pas, je l'ai eu. Et j'ai beaucoup appris sur l'observation aussi. Donc c'est une très bonne chose. Et si ces genres de formations pourraient se multiplier un peu partout, ça va être bien. Je sais que nous, les ONG, nous avons cette mission aussi de diffuser l'information et de former les jeunes pour qu'ils soient efficaces lors des élections. Parce qu'ils ont cette idée d'aller voter tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est plus aller voter. Ils peuvent aller au-delà du vote, observer les élections, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est important, ce qui est bien, c'est qu'ils aillent au-delà du simple vote. C'est de former aussi les autres à leur tour pour qu'ils puissent être aussi au même niveau d'information qu'eux. Ça doit être le rôle de tous ceux qui ont suivi la formation aujourd'hui en principe. En deuxième partie de journée, Esther Tola, dans les villes du Sud, et Tatiana Rondi, au Nord, toutes deux, membres de la Washington Fellows 2014, ont entretenu les participants sur les thématiques du deuxième module, engagement civique et journalisme citoyen. Ce module est destiné à toucher la corde sensible des participants en vue de les motiver à s'impliquer davantage dans le développement de leur communauté par le biais d'initiatives précises. Ce matin, nous avons parlé de la supervision des élections. Et ça nous fait penser au côté politique de l'engagement civique. Maintenant, l'engagement civique englobe quoi? L'engagement politique est dans l'engagement civique. C'est bon, on peut évoluer toujours? Après avoir dévoilé les définitions conceptuelles liées à leur module, les alumni ont fourni nombre de pistes pour engager la couche juvénile dans les différentes sphères de la vie communautaire. La santé, l'éducation, l'action caritative, l'environnement, etc. Il y a absolument tout pour que chacun apporte son aide. Le seul problème, c'est juste de vouloir s'y engager, c'est tout. Et s'y engager, vous savez, ce n'est pas forcément faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui sera contraignant. C'est faire une chose qui aide les autres et qui vous fait vous sentir bien. Parce que quand vous apportez de l'aide à quelqu'un, même quand vous rendez un simple service à quelqu'un, en principe, il y a une satisfaction. Parce que vous vous dites, j'ai changé quelque chose, j'ai fait quelque chose. C'est par là que l'engagement civique commence. Donc comme je le disais, vous n'êtes pas obligé de créer une énorme fondation avec plein de fonds qui seront glanés. Même aider, rassembler vos vieux vêtements pour des associations qui abritent des personnes sans domicile fixe, c'est déjà une grosse action humanitaire. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Elles ont progressivement informé les participants sur les types d'engagement civique, la manière de développer son engagement et les avantages qu'on peut en tirer pour soi et pour la communauté. En parlant aujourd'hui d'engagement civique, je peux comprendre par exemple que je peux être un leader dans ma communauté, je peux œuvrer pour le développement de ma commune. Bon, et également, je peux partir de l'engagement civique pour l'engagement politique parce que l'engagement politique est inclus dans l'engagement civique. Si je veux par exemple faire la politique, je sais maintenant par où commencer parce qu'on commence de quelque part. Cette formation est utile pour la communauté parce que le développement d'une communauté doit dépendre d'abord de la communauté elle-même. Donc,
tant que la communauté prendra conscience que son développement dépend seulement de ses efforts à elle, cette formation permettra de renforcer l'engagement civique envers sa communauté. Sans moyens, sans rien du tout, non. Parce que vous avez besoin de téléphoner, vous avez besoin de vous déplacer, de communiquer avec les personnes pour les tenir au courant de ce que vous faites. Donc, non, ce n'est pas facile. Mais avoir déjà l'idée, c'est bien. C'est déjà le départ. Être convaincu de votre idée, c'est la suite. Et convaincre les autres, c'est la fin. Quand vous êtes déjà convaincu de votre idée et qu'à votre niveau, vous faites déjà quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose. Vous voyez, j'ai vu quelque chose de très beau. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois. Dans un pays d'Amérique latine, ils ont fait quelque chose pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Ils ont accroché des livres dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ont fait des petits échafaudages. Et il y avait tous ceux qui avaient des livres, leurs livres d'enfance, du primaire qu'ils n'utilisent plus, les ont apportés. Et les livres sont accrochés dans la rue où les enfants peuvent venir et feuilleter les pages. Ça demande combien ça? Pas grand-chose. Grâce à l'approche participative adoptée par les conférencières, les jeunes ont découvert combien il est simple d'inventer et de mettre en œuvre des solutions aux problèmes de leur communauté. Si beaucoup de jeunes croyaient qu'il faut disposer de moyens financiers conséquents pour servir, les communicatrices les ont poussés à découvrir qu'on peut impacter la communauté à partir de rien. Justement, quand on demande aux jeunes de s'impliquer, la première question, c'est qu'ils disent on n'a pas les moyens. Et si c'est la quête des profits personnels, c'est la quête du gain perso, l'individualisme qui les a motivés. Ça dit quoi? Chacun pense d'abord à sa petite vie, comment satisfaire ses besoins. Mais quand on dit servir votre communauté, ils pensent premièrement, mais je n'ai rien à donner. Quand il m'est arrivé de leur poser la question de savoir qui n'a rien à donner à sa communauté, personne ne lève souvent le doigt. Ils ont tous quelque chose à donner. Et nous avons, quand on a défini l'engagement, c'est donner de son temps, son expertise. C'est juste accompagner quelqu'un, accompagner le système, ou bien la veille citoyenne qui ne te demande rien du tout. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta communauté et tu choisis d'informer les autres communautés. Tu choisis de faire connaître ta communauté. On dit aujourd'hui que que le monde est devenu un village planétaire. Pourquoi ces communautés, pourquoi ces villages ne seront pas connus? Donc ce n'est pas nécessairement des moyens financiers. Chacun a toujours quelque chose à donner. C'est ce qui importe d'abord, l'implication. Suite aux généralités sur le sujet de l'engagement civique et en deuxième partie de ce module, c'est la notion de journalisme citoyen qui a été débattue. En effet, à l'ère de l'hégémonie des technologies de l'information et de la communication, il était important d'offrir aux jeunes béninois des outils qui leur permettent d'investir le champ de l'information en passant du statut de consommateur à celui de producteur. Le journalisme citoyen est partie intégrante de l'engagement civique. Le journaliste citoyen est en fait quelqu'un qui œuvre pour sa population, pour sa communauté, pour son environnement direct ou indirect, et donc fait de l'engagement civique. Donc le but était d'expliquer aux jeunes comment ils peuvent participer à la vie sociopolitique du pays en faisant du journalisme citoyen, et c'était surtout d'expliquer qu'il ne fallait pas penser en entendant journalisme qu'on leur demande forcément d'être des journalistes professionnels qui observent absolument toutes les règles en ce qui concerne le journalisme. Il y a effectivement des règles parfaitement liées au journalisme citoyen, mais qui sont quand même un peu plus flexibles puisqu'elles appellent à une communication entre le citoyen ordinaire et son environnement direct. Pour les rendre aptes à faire parler de leur communauté dans le monde tout en relayant, commentant ou analysant des informations utiles ou des faits qui se sont passés dans leurs environnements immédiats, les jeunes ont été initiés au principe de rédaction d'un article, à l'éthique, à la collecte de l'information et même à l'investigation de base. Pour le journaliste citoyen, en général, il s'agit d'écrire un article sur un sujet qui l'intéresse. La rédaction d'un article donc. Les sujets traités par le journaliste citoyen sont divers.
Il n'écrit pas toujours des articles. Le journaliste citoyen n'est pas tenu d'adopter une écriture formatée. Plusieurs aspects sont à prendre en compte dans la rédaction d'un article. Quand on dit qu'il n'est pas tenu d'adopter une écriture formatée, vous savez, il y a différents styles d'écriture en journalisme. Vous pouvez vous décider d'utiliser un langage soutenu, ou alors de faire une interview, ou alors de faire un vox populi, etc. Le vox populi, c'est le micro-trottoir. Mais le journaliste citoyen n'est pas tenu de faire tout ça. Il peut parfaitement délivrer l'information qui l'intéresse de façon très classique. Ensuite, ils ont découvert les différentes options de publication de leur production que sont les médias traditionnels et surtout les blogs et réseaux sociaux. Toutes ces notions ont soulevé chez la jeunesse un engouement certain qu'elle n'a pas manqué d'exprimer. Un découragement, c'est-à-dire, ne pourrait-il pas être à la base d'une perte de volonté à l'engagement civique? Peut-être lors de vote où il y aura des trucages, je peux prendre mon téléphone portable, filmer l'opération et puis certainement balancer comme on a accès aux réseaux sociaux actuellement. Balancer ça sur le net pour que ça soit un peu plus cher. La formation, surtout sur l'engagement civique, est important pour la communauté parce que ça va permettre à quitter le sous-développement, à changer de mentalité et à se donner davantage, à ne pas attendre l'État avant de faire des actions, mais de faire des actions justes. Chaque citoyen est tenu d'être informé. Et portant l'information à ma communauté, c'est une forme de relayer l'information. Comme ça, chaque membre de la communauté peut, au retour, relayer cette information et ça peut s'étendre à tout le Bénin. À l'issue de la formation, les bénéficiaires du projet Acer ont pris des engagements qui prouvent que cette formation a changé quelque chose dans le cours de leur existence. S'ils disent merci aux organisateurs, ils nous disent surtout de quelle façon ils comptent impacter leurs différentes communautés dans les meilleurs délais grâce à cette formation. Bon, de façon pratique, moi j'ai pris l'engagement par exemple de sensibiliser des parents qu'ils évitent de laisser les enfants traîner dans la ville, surtout les talibés, les enfants qu'on appelle talibés, qui traînent. Il y a de petits enfants de 5 ans qui traînent. J'ai pris l'engagement par exemple d'aller voir l'imam et lui dire de nous aider à résoudre ce problème. Parce que là, c'est des bandits qu'on est en train de former pour le futur. Voilà. Quand vous analysez maintenant la question de... Une chose pratique, c'est que déjà dans les groupes de travail, on s'est déjà engagé à organiser des cellules de sensibilisation dans les quartiers. Parce qu'actuellement, le phénomène récurrent, c'est que quand il pleut, par hasard, vous êtes sous la pluie, vous rentrez chez vous. C'est en ce moment où vous voyez des bonnes dames qui sortent de la maison, qui déversent leurs ordures dans les caniveaux. Bon, quand l'eau finira par s'arrêter, les ordures s'arrêtent quelque part devant chez quelqu'un, qui laisse ça comme ça. Et ce n'est pas du tout joli à voir. Donc, dans le groupe de travail, on a décidé de mettre sur pied dans les quartiers, surtout dans les arrondissements du centre, de petits comités, pour pouvoir sensibiliser nos parents par rapport à ça. Et on s'est engagé aussi d'organiser chaque quinzaine, même si c'est 200 mètres carrés qu'on va nettoyer, qu'on va le faire. Bon, pour nous les ONG, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'on va pouvoir élaborer des documents de TDR et négocier et échanger avec les partenaires techniques et financiers afin qu'on puisse mettre sur le terrain le moment venu, s'il y a élection, des observateurs. Et je pense que ces observateurs, si on a la liste de ceux qui ont suivi la formation, ils seraient prioritaires. Surtout qu'ils ont eu, il serait question le moment venu de les recycler tout simplement. Bon, d'abord, commencer par sensibiliser aussi les gens de ma maison par rapport à l'élection, que le vote est d'abord secret et libre. Ce n'est pas parce que moi je vote pour un tel candidat que ma femme et mes enfants doivent obligatoirement voter pour le même candidat. Donc ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Donc voilà, sensibiliser d'abord les gens de ma maison, ensuite du quartier, si possible, de l'arrondissement. Puisque moi je suis à Parakou et que déjà dans
la communauté, dans mon quartier, il y a d'abord un problème d'assainissement qui se pose. Donc, en quittant ici, une fois par coup, je vais sensibiliser ma population sur les risques qu'ils courent en jetant les ordures un peu partout. Et si possible déjà, faire un regroupement de jeunes pour qu'on commence à collecter les déchets de mon quartier. Ce que nous avions appris aujourd'hui, ce que moi j'ai appris aujourd'hui, je compte sensibiliser d'autres jeunes par rapport à ça. Je compte les informer par rapport, surtout au niveau en matière électorale, c'est des choses qui doivent apporter la paix, la cohésion au niveau des jeunes pour booster le développement. Donc je compte apporter la bonne nouvelle à d'autres jeunes qui n'ont pas encore l'information que moi j'ai aujourd'hui. Par exemple, organiser les cours de vacances dans ma commune, Niki. Sensibiliser les jeunes sur les inconvénients du tabac, sur leur santé et leur mode de vie. 3. Chercher ensemble avec ces jeunes des plans d'action afin de pallier à ce mal. Très bien. Nous allons nous regrouper dans un groupe de jeunes et faire un remblayage d'une voie. Ensuite, motiver notre entourage à cette action de sorte qu'ils viennent participer pour la réparation des autres voies aussi. Avec cette formation, je crois que je pourrais m'engager davantage au niveau de ma communauté. Comme je l'ai su dit, je suis président d'une association qui n'a rien de politique et rien de régionaliste. Donc je pourrais verser davantage dans les bonnes œuvres. Je pourrais m'engager davantage. Avec ce qui s'est dit ici à la formation, je sais qu'au-delà de ce désir de quelques pièces, il faudrait plutôt voir ce que nous aurons les années à venir en fait, au moment où ce dernier serait au pouvoir. Les experts alumni qui ont conduit cette formation n'en attendent pas moins des participants. Leurs espérances rencontrent celles de l'ambassade des États-Unis. Si je reviens ici, même l'année prochaine, je verrai des jeunes qui font face aux défis de leur communauté. Je verrai des jeunes qui viendront à nous, nous disant « Vous avez semé une bonne graine en terre et aujourd'hui cette graine a poussé. » Et c'est certain. On a quitté, et bien, déjà ils nous appellent. Certains appellent déjà pour nous dire merci, qu'ils ont apprécié, qu'ils sont résolus à faire quelque chose. C'est des jeunes, comme je viens de le dire au début, l'histoire retiendra qu'ils ont accepté cette graine-là et cela a poussé en eux. Oui, c'est certain que le résultat sera bon. Ils ont appris et ils vont implémenter. Alors, oui, dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, de toutes les façons, lorsque les élections électorales prochaines seront dans leur phase active, notre souci, notre souhait serait que ces jeunes qui ont bénéficié de cette formation puissent être recrutés, soit comme observateurs effectivement, ou comme superviseurs, parce qu'ils maîtrisent désormais les mécanismes, les méthodes, les techniques de supervision, d'observation. Donc, ils vont mettre cette expertise et cette compétence à la disposition des organisateurs, des observateurs, pour que les élections, à la fin, on puisse apprécier leur caractère crédible ou non. On leur a expliqué que eux-mêmes, ils constituent déjà des relais pour être ceux qui pourront informer, sensibiliser les leurs dans leurs différentes communautés. En quittant ici, ils constituent déjà des relais pour aller dire et porter déjà ce qu'ils ont appris ici. Et on espère vraiment que le journalisme citoyen et l'engagement civique seront des activités qui vont attirer les jeunes au maximum de façon à ce que ça ait servi à quelque chose. Mais personnellement, je suis persuadée qu'ils ne partent pas chez eux sans rien du tout. Au contraire, je pense que beaucoup s'en sentent changés déjà. Au regard d'un tel déferlement d'optimisme, comment ne pas nous joindre au président Obama qui, s'adressant à la jeunesse, dit « Nous devons partir du principe qu'il revient aux Africains de décider de l'avenir de l'Afrique. Ce seront les jeunes, débordants de talent, d'énergie et d'espoir, qui pourront revendiquer l'avenir que tant de personnes des générations précédentes n'ont jamais réalisé. »
Enfants du Bénin, jeunesse béninoise, debout et que vive la démocratie béninoise.